1987, en France, on voit émerger un nouveau slogan. Montpellier, la surdouée, berceau du futur. Ce slogan va se retrouver dans la presse, dans les stations de métro, sur les Champs-Élysées, sur de grandes affiches. L'affiche est esthétiquement intéressante et graphiquement intéressante. On voit un bébé enjamber la margelle d'un berceau et se précipiter en direction du futur. On est dans un contexte socio-économique particulier. Début des années 70, une première crise est survenue qui met un terme aux Trente Glorieuses. Et la compétition entre les différentes unités territoriales se joue d'un seul coup beaucoup plus à l'échelle des régions qu'à l'échelle des nations. On va parler à ce moment-là, dans la littérature économique, dans la littérature géographique, de ces régions qui gagnent parce qu'elles sont mises en concurrence les unes avec les autres et elles visent à attirer des entreprises, à attirer des capitaux, à attirer des personnes qui vont faire vivre la région et la métropole. Trouver un surnom une ville n'a rien vraiment de nouveau ou d'extraordinaire. On parle de Paris, ville lumière, de Rome, cité éternelle, de Genève, cité de Calvin ou de Rome protestante. Mais là, avec Montpellier, la surdouée, c'est quelque chose d'autre qu'un simple surnom qui survient. On est vraiment dans un slogan qui va poser l'identité d'un territoire. Parler de Montpellier, la surdouée, c'est rendre compte de toutes les aménités, de toutes les compétences qu'a ce territoire. Des universités, des hautes écoles, une formation supérieure, des instituts, une main-d'œuvre fortement qualifiée. Il est vraiment question d'attirer les entreprises, de se rendre attirante pour le capital international qui a gagné en mobilité avec les transformations néolibérales du territoire qui apparaissent à cette période-là. C'est un geste fondateur, d'une certaine manière, du marketing territorial, même si son histoire est plus longue. On va voir une quantité de chercheurs, géographes, économistes, personnes issues des sciences du management qui vont s'intéresser aux conditions d'émergence de ce marketing territorial. L'objectif de cette séquence est de réfléchir aux conditions d'émergence de ce marketing territorial et de considérer la façon dont la toponymie et le nomastique participent aujourd'hui de stratégies de marketing territorial. Je m'appelle Laurent Matet, je réfléchis à ces différentes questions dans le cadre de mes activités à l'Université de Genève, où je suis professeur associé au département de géographie et environnement. Les conditions d'émergence du marketing territorial ont donné lieu à une bibliographie ample et vaste, dont vous retrouverez certains éléments en suivant ce MOOC dans la documentation de cours. On a d'abord réfléchi aux conditions économiques de son émergence, avec des travaux notamment portés par Nicolas Babet, qui enseigne actuellement à Neuchâtel. On a aussi réfléchi à la manière dont les images participaient de l'attractivité des territoires, la manière dont elles permettaient de rendre une destination séduisante, attirante, désirable. On a aussi documenté la façon dont les discours publicitaires ou de politique étaient des éléments de marketing territorial. L'intéressant de ce marketing territorial est qu'on l'a longtemps thématisé comme étant un élément d'attractivité des territoires, une façon d'attirer le capital, d'attirer les investisseurs, de drainer des foules vers une ville, un lieu donné, une métropole. Le marketing territorial ne s'adresse pas que aux extérieurs, à l'étranger, aux personnes ailleurs dans le monde. Le marketing territorial a aussi pour fonction de retenir les acteurs économiques locaux, les investisseurs qui sont déjà actifs dans une métropole donnée, mais aussi de rendre attractive une ville donnée. C'est à ce moment-là que le marketing territorial va rencontrer les objectifs du développement urbain durable, alors qu'il faudra rendre les villes plus vivables, les rendre plus séduisantes, plus ludiques, de manière à ce que les habitants qui résident dans les centres-villes ne quittent pas une métropole qui s'est devenue invivable, ou ne quittent pas les centres-villes pour aller s'installer dans des villas en zone périphérique. On va voir à un moment donné où les enjeux du marketing territorial, qui visaient préalablement à drainer des flux de capitaux, vont aussi être là pour retenir et les investisseurs et les habitants. Dans cette stratégie pour retenir les investisseurs, les habitants, pour montrer à quel point la qualité de vie dans une ville est agréable, importante, élevée, on va voir un moment de rencontre finalement où le marketing territorial participe un peu de la communication touristique
et participe aussi d'une exotisation du proche, avec des stratégies de communication touristique qui vont paradoxalement aussi être destinées aux habitants eux-mêmes. On peut avoir quelques exemples en tête. Par exemple, quand un guide consacré à la ville de Lausanne ou un guide consacré à la ville de Genève est vendu massivement à Genève et à Lausanne à des habitants du lieu, qui en profitent pour redécouvrir leur ville sous un autre aspect. Le marketing territorial est aussi, participe de cette logique qui vise à rendre un peu étranger le lieu dans lequel on vit. Le transformer par un acte de discours en l'inscrivant dans une autre atmosphère, dans une autre ambiance, pour le rendre, encore une fois, je réutilise le même terme, plus attractif et faire qu'on s'y sente bien et qu'on souhaite y rester. Finalement, il y a des liens très forts entre le marketing territorial, qui est une stratégie publicitaire, et la communication touristique. On peut faire aussi une analogie avec ce qu'avait thématisé un chercheur célèbre de la recherche sur le tourisme, qui relevait que en fait, les destinations touristiques doivent être à la fois comparables et clairement identifiables. Qu'on parle de stations de montagne ou de stations en bord de mer ou de lieux touristiques dans les campagnes. Il doit y avoir des facteurs qui nous permettent de les identifier. En même temps, les destinations touristiques doivent être clairement identifiables, elles doivent se singulariser. On doit être identifiable dans une série de lieux qui nous rend comparables les unes aux autres. Cette petite maxime, ou cette petite loi finalement de l'économie touristique, elle nous permet de réfléchir à la manière dont la toponymie, l'onomastique, va participer du marketing territorial. L'onomastique, la toponymie, va permettre de créer un effet de marque qui rend un lieu identifiable dans une série d'autres lieux, tout en le singularisant. Finalement, la toponymie et l'onomastique, elles créent une identité ou une signature. Un exemple proche du lieu dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, l'Université de Genève, chez nos collègues de l'Université de Lausanne, peut alimenter cette réflexion. Au début des années 2000, quand l'Université de Lausanne réfléchit à homogénéiser ses logotypes, à créer un seul et même logo pour toutes les différentes composantes de l'institution, de créer une signature qui placerait sous un même toit les différents départements, les différentes facultés de l'Université de Lausanne. Elle travaille non seulement sur le logotype, qui deviendra une signature d'ailleurs, une île calligraphiée à la main, qui créera cette identité très clairement lisible. Et elle travaille en même temps sur quelque chose qui va permettre de singulariser son campus. On a créé un logo, il faut maintenant renommer les différents lieux. Et on va travailler à nommer les différents lieux du campus de manière singulière et originale. Le bâtiment des sciences humaines va s'appeler Anthropole. On aura un autre bâtiment qui va s'appeler l'Amphipôle, un autre bâtiment le Cubotron. Cette toponymie, cette onomastique, va créer un sentiment singulier d'appartenance et de lisibilité du paysage urbain de ce campus, au demeurant fortement identifié dans la mémoire collective lausannoise. Par ce moyen, l'onomastique, la toponymie, a à la fois créé un sentiment d'appartenance, mais également un effet de marque, qui se décline à partir de l'originalité d'un nouveau logotype, une île calligraphiée, qui devient la nouvelle signature de l'université lausannoise. On va retrouver cette même logique à l'œuvre dans la nomination des projets urbains. Un autre exemple, beaucoup plus proche de nous cette fois, le projet urbain des communaux d'Ambilly. Les communaux d'Ambilly tirent son nom premier, ce nom de projet, les communaux d'Ambilly, de la possession foncière de ces terrains-là, qui étaient propriété de la commune d'Ambilly, bien que située en Suisse. La commune d'Ambilly les cède, les vend au canton de Genève et aux différents opérateurs qui vont agir sur ce périmètre-là, et le projet urbain de nouveaux quartiers genevois qui permettra de loger la population genevoise, dans ces premières années, porte le nom des communaux d'Ambilly. Toute la communication de l'État se fera sous ce titre-là. Les concours d'architectes, les concours d'urbanistes, les concours d'architectes paysagistes se feront sous ce nom-là. Et arrive un moment crucial du projet, un moment où il devient plus concret, que les premiers habitants vont bientôt arriver, que les constructions ont démarré, où il faut inscrire finalement ce nouveau quartier dans la toponymie locale. On va voir émerger petit à petit le nom du quartier Belle-Terre.
qui s'inscrit dans des dominations préexistantes. Il y avait préalablement un hôpital psychiatrique qui s'appelait Bel Air, qui a fusionné avec un institut de gériatrie, Mon Idée. L'hôpital deviendra Belle Idée à ce moment-là. Il y a non loin de là une douane aussi qui donnait son nom à l'hôpital gériatrique de Mon Idée, c'était la douane de Mon Idée. Donc on se retrouve à proximité avec un lieu dit dans la mémoire collective genevoise qui est fondé, établi, qui est celui de Belle Idée. Progressivement, en termes de différentes interventions, le nouveau quartier, préalablement appelé Communaux d'Ambilly, va s'appeler, dans la continuité des noms de lieux qui préexistent, Belle-Terre. On voit à travers ces deux exemples rapides que la toponymie, l'onomastique, la façon de nommer les lieux, la façon de nommer un projet, un quartier, une université, ou les différentes composantes d'une université, les différents bâtiments d'une université, sont des éléments devenus ordinaires, finalement, du marketing territorial et de la valorisation publicitaire, en quelque sorte, des projets urbains ou des projets d'aménagement. Nous allons poursuivre cette réflexion dans le cadre d'une prochaine séquence qui va nous amener à considérer la manière dont ces noms de lieux, cette communication des territoires est de plus en plus appréhendée dans le cadre de mise en récit, de narratifs qui visent finalement à saisir de manière plus fine l'attention des différents acteurs, des différents habitants, pour finalement les saisir au corps et les amener dans des simulations des mondes à venir de plus en plus fortes et réalistes.